quasiment tous les immeubles parisiens, même ceux qui payent pas trop de mine, de l'extérieur. Enfin, typiquement, celui qui est là, il a des petits vitraux dans sa cage d'escalier, quoi. Donc ça... Et pourquoi aller sur le MOF, qui est un concours extrêmement dur, quoi? En vrai, ça s'est fait... Alors, j'ai l'impression que ma vie, c'est un peu ça, en fait. J'avais pas du tout cette ambition-là. Alors non, et du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois pour ça, parce que on se sent un peu perdu. En plus, quand on commence à chercher des informations sur internet, on est perdu des fois dans un flou où il y a des fois trop d'informations. Et puis nous, c'est vrai qu'on est un cas particulier, parce qu'on est... Enfin moi par exemple, typiquement je fais de la prestation de service, parce que je donne des cours, je travaille pour des gens, voilà. Et puis pour le côté création, où des fois je fais juste des pièces comme ça, et donc là c'est de la vente. Et donc au début, pour dire mais alors comment je déclare ça, machin, la vente, donc maintenant c'est plus clair. Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast où je plonge au cœur des décisions qui façonnent nos vies professionnelles. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cet instant où tout peut basculer? Cette fraction de seconde où un simple choix pourrait non seulement redessiner vos vies professionnelles, mais aussi vous aider à mieux travailler, créer, avancer avec efficacité. Moi, oui. Et c'est exactement ce que je propose d'explorer ici. Dans chaque épisode, avec des invités, entrepreneurs, artistes, penseurs, j'essaye de lever le voile sur les mystères de nos choix. Pourquoi prenons-nous certaines décisions et pas d'autres? Comment ces décisions influencent-elles notre capacité à gérer le temps et nos priorités? Et surtout, comment pouvons-nous les utiliser pour booster notre productivité et avancer vers nos objectifs? Avec mes invités, je décrypte non seulement leur motivation profonde, mais aussi leur stratégie concrète pour faire des choix. Mon objectif, vous aider à réfléchir différemment et à trouver vos propres clés pour une meilleure prise de décision. Alors, prêt à plonger avec moi dans cette incroyable aventure? Il y a des choses, il y a notamment un sujet que j'aimerais bien aborder, c'est l'approche moderne et l'approche un peu restauration, les choses comme ça. Donc j'ai plein de questions sur ces sujets. Donc, ouais. C'est un sujet qui est effectivement riche, donc on pourra effectivement discuter de tout ça. Ouais. Anaëlle, bienvenue sur le podcast Pourquoi. Merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir. Je dois remercier, et je vais essayer de le faire à chaque fois quand ça se passe comme ça, mais je dois remercier Yolène qui était passée sur le podcast, qui et tu me demandais comment je t'avais trouvé. Oui, parce que voilà, je connais également Yolène et j'admire aussi son travail et la personne qu'elle est, donc ouais. Et elle avait partagé, ça doit être sur Instagram, très certainement, ou TikTok, Instagram, ouais. Instagram, où elle est très active, et effectivement. Et j'avais vu des vitraux, et je crois que c'était celui avec sur le thème Star Wars. Oui, alors ça c'est un panneau, ouais, c'est le maître Yoda, en jouant sur les codes des vitraux religieux, mais en détournant un petit peu tous les éléments que je pouvais piocher dans l'univers de Star Wars. Ouais. Et je m'étais dit, des vitraux pas classiques, oui. Ça m'intéresse. J'étais allé farfouiller, donc je l'avais contacté, et t'as très gentil accepté très gentiment. Voilà, je vais commencer mes petits bugs. Je vais en faire plein aussi. Pareil. Donc, merci pour l'invitation. Mais avant d'aller un peu plus loin, et même si on a donné déjà quelques premiers éléments, je vais te proposer de te présenter. Qui es-tu, Anaëlle? Eh bien, alors déjà, il y a ma copine qui se présente. Je suis désolée. En fait, je nourris des corneilles du quartier depuis un moment, et du coup, le matin, elles arrivent et elles crient très fort. Sinon, donc moi, je m'appelle Anaëlle Pan, je suis vitrailliste. Ça fait maintenant... je suis sortie de l'école en 2011. Donc, école où j'ai appris en fait à peindre, à découper le verre, à réellement réaliser un vitrail de A à Z. Et j'ai assez vite trouvé l'atelier dans lequel je suis, ce qui m'a permis du coup de créer mon statut d'auto-entrepreneur. Ce statut-là, il est intéressant parce que ça me permettait de travailler pour des collègues, et à la fois de travailler pour moi pour les clients particuliers, voilà.
On va avoir quelques croisements. C'est certain. Et elles viennent très près en plus. Et celle-ci particulièrement fait du bruit. Et des fois, elle fait la poule un peu, c'est rigolo. Ah oui. Oui. Bon, alors pour vous expliquer un peu la scène, c'est qu'en fait, on est dans ton atelier, enfin dans l'atelier, et on est juste devant la porte d'entrée, et puis on a quelques corneilles. Oui. Corneilles, hein. Ouais, tout à fait. Corneilles qui viennent se présenter. Bon, ça fait de la compagnie. Exactement. Super. Mais j'ai cru voir que tu n'avais pas commencé directement par des études sur la peinture. Oui, voilà. Alors moi, effectivement, j'ai pris un peu des chemins de traverse. En fait, moi, j'ai un bac STI appliqué. Donc quand même, c'était orienté, voilà. Mais du coup, l'art appliqué, c'est plus tout le design, la communication visuelle. Donc c'est pas de l'artisanat, c'est vraiment plus imaginer des concepts en fait voilà, ça reste et puis ça reste entre guillemets fictif. Enfin, moi c'est ça qui me frustrait justement un petit peu dans ces études-là, c'est que voilà, on faisait des planches d'études, on faisait des petites maquettes, mais ça s'arrêtait là. Et moi en parallèle, par contre, j'ai toujours été manuel, travaillé plusieurs matériaux. Enfin, mes deux grands-pères étaient artisans. Ok. Donc le travail des mains, j'ai toujours connu ça et moi j'avais besoin de ça en plus de contact avec une matière, voilà. Okay. Donc j'ai passé ce bac SCI appliqué. J'ai continué en design d'espace parce que par ailleurs j'aime aussi beaucoup moi je voulais être scénographe mais pour créer en fait des décors de théâtre ou de cinéma parce que justement ça tire peut-être un peu plus vers l'artisanat parce qu'on imagine un truc, on dit faut que je bricole ça avec ça, des fois justement détourner des matériaux pour créer tel effet visuel ou voilà. Et puis finalement la réalité du métier c'est que avec juste un BTS parce que j'avais pas nécessairement envie de continuer encore très longtemps mes études, et bien je pouvais être que dessinateur industriel, donc en gros beaucoup de travail sur l'ordinateur, voilà, et je me suis dit, dans des plans toute la journée, c'est pas possible. On est loin de toucher la matière. Ouais, voilà. Et donc du coup, j'ai fait une petite pause de 2 ans. Et puis je suis partie en Angleterre aussi à un moment donné. J'ai besoin de changer d'air, de langue, d'environnement, voilà. Ça m'a fait le plus grand bien. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec ma famille là-bas et il faut que je réponde à la lettre du joyeux Noël, donc je suis un petit peu à la bourre, mais voilà. Et puis en rentrant, j'ai cherché en fait une formation qui me permettait de faire un métier plus artisanal. Le fait est que j'avais déjà 23 ans et qu'en fait à cette époque-là, donc c'était en 2009, il n'y avait pas encore toutes les formations pour adultes qui existent, des fois qu'on fait les CAP en 1 an ou ces choses-là. Et je me suis intéressée au métier du verre parce que j'avais fait de la céramique ado, j'avais travaillé un peu le bois, j'avais travaillé plusieurs matériaux. Je me suis dit, j'avais aucune idée de comment travailler le verre. Ça me paraissait très mystérieux, comment on découpait. Je savais pas qu'on pouvait le peindre, voilà. Okay. Et le timing a été assez bon parce que j'ai pu aller voir des journées portes ouvertes au lycée Lucas de Néou, qui est un lycée professionnel des métiers du verre. Donc, il y a aussi de la miroiterie, tout ça. Et puis, là, en fait, la seule formation, finalement, que je pouvais faire qui était accessible, en fait, pour mon âge, puisque je pouvais pas rentrer en CAP, j'étais déjà trop vieille. Okay. Cette formation-là, c'était la FCIL peinture sur verre. Donc, en fait, je suis un peu rentrée, disons, normalement, la peinture sur verre, c'est une formation qu'on fait après avoir passé le CAP, donc après avoir appris vraiment la technique du métier, et après développer plus ce côté artistique, disons. Mais moi, du coup, je suis rentrée par cette formation-là, mais formation dans laquelle j'ai quand même appris à découper mes pièces de verre, à les assembler après pour faire un vitrail, et voilà. Ok. Donc un peu tombé dans le métier un peu par... J'ai vu la lumière, je suis rentrée, ça tombe. Ouais, c'est les grèves. Ouais. Mais c'est intéressant parce que, même si je comprends et ce que j'entends, c'est qu'il y avait comme une passion pour la matière et complètement. les choses comme ça. Ça allait dans le bon sens, mais c'est marrant que ça soit passé comme ça, quoi. Oui, c'est finalement un peu alors, le hasard peut-être pas tout à fait parce que je me souviens de les fameux stages d'observation qu'on fait en 3e. Moi, justement, j'avais cherché à le faire dans un atelier de vitrail qui était pas très loin de chez moi. Ah oui.
Donc j'avais déjà un intérêt pour la chose, mais dans mon esprit, on faisait que de la restauration dans ce métier. Je pensais pas qu'on faisait encore de la création. Et finalement, j'ai pas pu le faire là, mais l'atelier m'a quand même gentiment un jour permis de venir jeter un œil. Voilà, donc ma maman m'a accompagnée et on a fait un petit tour et voilà. Et puis quand j'ai parlé de ça au conseiller d'orientation, il m'a dit non, 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 mais fais plutôt une section générale, c'est mieux, ça te permettra. Alors que après la troisième, j'aurais pu rentrer en CAP vitrail et voilà. Mais D'accord. bon. Donc je pense pas forcément être passée à côté de voilà de ça, mais j'aurais peut-être pu gagner un peu de temps quand même. Et donc c'est vrai parce que, comme je le disais en intro, enfin quand on échangeait un peu avant, moi je connais rien du tout à ce monde-là. Je trouve ça très, très joli, j'apprécie beaucoup. Alors j'apprécie beaucoup les vitrails, dans les églises, je pense que c'est là où on les voit la plupart du temps. Oui, bah et puis c'est la première idée qui nous vient en fait, C'est hein, ça. parce que c'est la jeunesse du métier donc Et du coup, tu vois la remarque que je me suis faite, que tu viens de dire, c'est que, bah, je pensais en fait qu'on faisait que de la restauration, mais en Ouais. fait il y a pas que ça. Mais non, non, non. Bah, il y a beaucoup maintenant en fait, enfin moi j'ai disons la moitié de mon activité où c'est de la création et du Mmh. coup je travaille, bah, pour des particuliers. Donc dans une fenêtre où, bah, en fait on n'a même plus besoin vraiment d'une fenêtre maintenant parce que, bah, on peut aussi mettre des vitraux dans, par exemple, le premier exemple qui me vient, c'est des verrières style un peu industriel, très allongées qu'on a là. Donc c'est des trucs, enfin, dans n'importe quel magasin de bricolage maintenant, on peut acheter ces châssis-là métalliques et puis finalement on peut mettre un vitrail dedans et ça fait une séparation entre deux pièces. Il y a Oui. ça. On peut même considérer que les vitraux, enfin, on peut même les mettre comme des tableaux maintenant parce qu'en Mmh. fait, on fait des caissons lumineux avec des rubans LED. C'est très plat, c'est éclairé et voilà, en fait. Donc, on n'a Mmh. plus besoin effectivement de ce côté bah, classique vitrail dans une fenêtre. Donc, du coup, ça ouvre plein de trucs et donc on peut travailler avec des décorateurs, des architectes d'intérieur. Enfin, voilà quoi. Donc, ça, il y a plein, plein de possibilités. Et comment, justement, si tu nous plonges un peu dans ton processus, de création de commandes, disons que tu as quelqu'un qui vient te voir ou que tu as une idée pour créer, un vitrail. Comment ça se passe? Bah, alors quand c'est des particuliers, on peut avoir plusieurs cas de figure. Soit les gens ont une idée bien arrêtée, du projet, donc bah, ils nous guident vraiment sur, la coloration, tout ça. Mais c'est vrai que nous, notre point de départ, c'est l'endroit où le vitrail va être, positionné. Parce que nous, en fait, on a 3 matières premières, le plomb, le verre et la lumière. Donc il faut quand même qu'on tienne compte de la luminosité dont on dispose. Et de ce qu'il va y avoir en arrière-plan parce qu'en fonction des verres qu'on va utiliser, bah, on va choisir de filtrer plus ou moins. Donc ça peut faire partie des demandes de nos clients. Nous souvent, l'exemple qui me vient aussi, c'est que, les appartements parisiens qui des fois donnent sur les petites cours techniques et bah, la vue depuis ces fenêtres-là sont souvent pas très jolies ou du coup, on a un super vis-à-vis avec le voisin, voilà et bah, le vitrail, il peut être utile, dans le sens où ça va venir, créer un filtre. Donc nous, on va utiliser des verres texturés, Mmh. ou plus ou moins, colorés et tout ça et donc ça va permettre, voilà, de pas voir au travers et de pas être vu. Donc Mmh. il y a ça qui peut entrer, en compte au moment de la création, de se dire: «Bah, j'ai cette contrainte-là, il faut que je l'intègre et que je trouve une solution». Et puis, bah, après c'est ça, ça dépend. Les gens disent: «Ah bah, j'aime beaucoup tel, style décoratif», ou «Je suis fan de telle chose». Enfin voilà, donc nous après ce qu'on fait, c'est qu'on va créer, 3 maquettes et on va proposer, aux clients et puis, bah, après on peut retravailler si effectivement il y a une maquette, qui leur plaît plus, mais voilà, faut modifier ou quoi et puis, après on travaille on leur propose aussi les verres qu'ils voient en vrai parce que sur la maquette, bah, on est sur du papier donc la transparence, c'est Ouais. compliqué d'avoir le rendu donc souvent les verres qui sont texturés justement, les dessiner sur la maquette, c'est compliqué donc une fois qu'ils ont, disons, le design de la maquette qui est validé, ils viennent voir les verres pour que voilà, on affine encore un peu le projet. Oui, parce que la maquette, du coup, c'est la question que j'avais posée, mais c'est du papier, donc Oui, c'est du papier. en fait, tu dessines, en fait? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors moi des fois je fais les 2. Je dessine encore maquette papier, des fois je travaille sur l'ordinateur. OK. Ce qui justement quand je travaille des verres un peu particuliers ou qui vont avoir des reflets qui seraient difficiles à rendre et que vraiment en maquette je me dis: «Ouais là c'est pas ouf».
Je le fais sur l'ordi, je peux prendre les verres en photo et après intégrer en fait ces verres-là. Donc ça, on a un rendu plus proche en fait de ce que le projet va donner. Donc des fois les gens arrivent à un petit peu mieux se projeter en fait avec ce genre de maquette. Mais ça dépend vraiment en fait du projet. Et pour moi, même si, alors tu me corriges, hein, bien sûr, si je me trompe, hein, mais pour moi, on pourrait dire que le verre est une matière inerte, mais je pense que c'est une matière très vivante. Ouais, alors du coup, c'est vrai que ça va pas bouger autant que par exemple, le bois ou le béton, ça se dilate. Mais c'est vrai qu'on a constaté, donc ça, c'est plus les restauratrices qui pourraient, enfin, restauratrices et restaurateurs d'ailleurs, mais je connais que des restauratrices, donc du coup, j'ai tendance à, voilà. Mais on s'est rendu compte en fait qu'effectivement, il y avait des éléments à l'intérieur du verre qui migraient en surface et donc en fait se produisent, mais bon, c'est sur l'échelle de plusieurs, enfin des très très vieux verres quoi. Il y a des phénomènes d'irisation en fait qui vont se produire en surface parce que justement il y a des choses qui ont bougé dedans et voilà. Donc ouais, le verre, enfin chimiquement ça reste effectivement, c'est pas inerte quoi. Ouais. Et vous devez être contraint aussi par des formes. Alors bon, peut-être une fenêtre assez classique, ça va, mais vous devez avoir des formes assez diverses et variées. Je regarde un peu autour de moi, tu as plein de typologies différentes en fait. En fait, nous, le verre, il se coupe. Il se coupe très bien à la main, donc avec ce qu'on appelle une roulette. Donc, c'est une petite roulette de tungstène qui fait un bruit d'ailleurs assez caractéristique quand en fait, on dit couper le verre, mais en réalité, on le raye. Et après, on va contraindre cette rayure en exerçant une pression, un peu comme quand on casse une tablette de chocolat. C'est un peu le même mouvement qu'on va faire. En fait, on vient pousser par en dessous, écarter comme ça, donc on fait le clac. Et donc, ça va suivre en fait la rayure, donc la faiblesse qu'on a créée sur la surface du verre. Donc, on peut faire tout un tas de découpes. On peut faire aussi des formes très rentrantes. Et après, c'est vrai qu'on a aussi maintenant des outils modernes, type scie diamantée, qui nous permettent de faire certaines coupes qui seraient un peu plus délicates à faire à la main. Après, faut quand même se méfier parce que si les coupes sont pas faisables à la main, ça veut dire que le verre, quand même, à cet endroit-là, il va avoir des fragilités. Si par exemple, on fait quelque chose de très rentrant et qu'on se retrouve avec un endroit de la pièce qui devient très plus étroite à cet endroit-là, il y a des chances pour qu'à terme, enfin, ça appelle une casse en fait, parce qu'il y a une tension qui va y avoir à cet endroit-là. Et le vitrail, soit en étant manipulé, nous, au début, et après, simplement sous son propre poids, en fait, les autres pièces vont appuyer dessus, voilà. Et puis, à un moment donné, enfin, si c'est, par exemple, sur une fenêtre et que c'est sur une partie de la fenêtre qui est sur l'ouvrant, un choc ou quoi, ça peut... Donc, on a des limites techniques, mais on peut quand même faire énormément de choses, voilà, en termes de découpe, on est très peu limité. C'est vraiment, disons, des vrais angles rentrants. On pourrait pas avoir un angle très aigu, en fait, qui rentrerait dans le verre. Là, ça donnerait le point de départ, en fait, d'une Je paire. pense que je sais pas comment c'est, je fais des cercles avec mes mains pour expliquer, mais des choses très, très pas enclavées, mais où il y a comme un rond un tourbillon, une chose là. Alors, un tourbillon, C'est des choses. non, mais un rond, on peut découper un rond. Il y a ce qu'on appelle, nous, c'est un peu le petit défi technique quand on a vitraillé, ça appelle ça une mise en chef-d'œuvre, c'est-à-dire mettons dans une pièce carrée, de découper un rond dedans, mais en gardant l'extérieur. En gros, c'est un peu ce qu'on voit dans les films quand les cambrioleurs ils mettent le truc, ils font Oui. Alors ça, il faut savoir que c'est absolument pas possible parce que soit on casse le rond, soit on casse l'extérieur. Donc quand ils font ploup comme ça à sortir, c'est pas voilà. Mais nous, on peut quand même, du coup, on sacrifie le cercle à l'intérieur en faisant des rayures, en cassant petit à petit pour conserver en fait le pourtour. Voilà. Donc faut imaginer un carré avec un trou rond. Voilà. Et ça, c'est assez technique effectivement à faire parce que quand on va venir casser le rond, il y a des chances pour que ça file en dehors du Ah oui. et voilà. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a des choses comme ça où on croirait pas que c'est compliqué, mais effectivement, il doit y avoir un savoir-faire technique un peu. Pas mal au début en plus. Bon, après, c'est vrai que il y a des verres qui se coupent plus ou moins bien en fonction de leur chimie, de leur composition chimique. Ils vont être plus ou moins tendres. Et nous, on le sent réellement quand on détache. On a tous les verres artisanaux qui sont faits par les souffleurs, où vraiment le verre est tendre et il se détache. C'est un régal en termes de sensation. C'est très satisfaisant. Et en vente, on a le verre à vitre, le verre flotte,
qui lui est très sec et très cassant. Et du coup, alors on va réussir quand même à le faire filer mais on sent que en termes de texture, et puis il éclate plus. Enfin voilà quoi, donc vraiment en fonction des verres en plus qu'on va travailler, il y a des difficultés plus ou moins présentes quoi. Et si tu nous plonges un peu dans ta prise de décision, est-ce que tu as des moments où tu dois prendre des décisions assez techniques, lorsque tu fais une création? Bah ça, j'essaye de l'anticiper en fait, parce que le vitrail, en fait, c'est pas quelque chose qu'on improvise sur le moment, à part peut-être un peu plus en peinture sur verre. OK. Parce que et encore, il y a des choses, il y a des réactions chimiques qui peuvent se produire, donc il faut anticiper ça et des peintures qui vont pas aimer, de cuire plusieurs fois, donc qui vont perdre en intensité. Donc il faut se dire, dans mon dessin, parce qu'en peinture sur verre, on peut pas faire un one shot quand on a un visage à faire, par exemple. OK. C'est plusieurs couches de peinture pour, voilà. Et donc on sait qu'il y a des cuissons, des couleurs qu'on va préférer faire en fin de processus parce que justement, on va dire, bah, au moins, elle va subir que 1 ou 2 cuissons, alors que si j'ai 4 cuissons à faire sur ma pièce, bah, je vais commencer par telle couleur ou telle couleur. Ou même dans la logique du dessin, des fois, on va commencer par se faire des petits traits pour avoir des repères et après, on vient mettre nos couches successives. Donc en fait, la prise de décision, elle se fait avant de commencer le processus et le projet réellement, quoi. On anticipe. C'est plus au moment de la maquette et du tracé. Donc, en fait, le tracé, c'est comme un plan. En fait, c'est là le tracé, c'est le moment où on va déterminer le positionnement de chacun de nos plombs, la façon dont finalement on va découper notre puzzle, en fait. Parce que c'est ça, un vitrail, c'est un puzzle qu'on réassemble. Donc, les décisions se jouent essentiellement là et vraiment bien en amont. Quand on commence le vitrail, toutes les décisions sont déjà prises. On ne peut pas revenir en arrière. OK. Enfin, OK. c'est possible, mais du coup, ça refait de la bidouille, j'allais dire. Mais oui, voilà, c'est beaucoup, beaucoup moins commode à faire que quand le truc est bien pensé avant, quoi. OK. J'en viens un peu, tu fais aussi de la restauration. Oui. Comment on fait de la restauration? Parce que est-ce que c'est moi, je vois ça maintenant que je commence à plonger dans l'univers, je m'imagine que tu dois faire un peu un puzzle que tu dois détacher, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et ben, encore une fois, ça dépend vraiment du cas de figure. En restauration, ça peut simplement être une intervention simple, mettons dans une cage d'escalier. Bah, il y a beaucoup de vitraux dans les cages d'escalier parisiennes. Il y a beaucoup de déménagements et du coup, on imagine bien la scène du prendre le virage avec le meuble, voilà, et le coin de meuble qui rentre dans le, voilà. Donc ça arrive régulièrement. Donc là, ça peut être relativement simple. On va juste, ce qu'on appelle dépiquer la pièce, donc c'est-à-dire l'enlever du panneau. Donc on n'a pas besoin d'enlever le vitrail entièrement. On travaille sur place. On enlève la pièce cassée. Si c'était une pièce peinte, bah on la refabrique en atelier. Ou si c'était une pièce peinte et que vraiment le vitrail a une histoire particulière ou quoi, on va quand même essayer au maximum de conserver les pièces d'origine pour pas dénaturer en fait le vitrail. Parce que si on se dit restauration après restauration, on n'a que des pièces neuves, finalement, le vitrail dans 100 ans, il est complètement dénaturé, quoi. Donc maintenant, en restauration, on a vraiment cette notion de conservation. Donc, et on peut refaire des collages, des choses comme ça. Mais les collages ne sont valables que si le vitrail est protégé des éléments. C'est pas forcément possible à chaque fois. Donc, soit on colle, soit on refait la pièce. Et puis c'est ça, tout dépend de l'état du panneau, si le panneau est complètement déformé, parce qu'il faut savoir que le plomb, ça reste malléable. Donc, de toute façon, au bout d'aller, on va dire, une petite centaine d'années, les panneaux sont toujours un peu déformés sous leur propre poids, parce que on dit qu'ils prennent du ventre ou qu'ils plient les genoux, parce que en fait, tout s'affaisse un petit peu et donc il y a vraiment un gonflement dans le bas du panneau il est plus plan, quoi. Il est un peu bombé, voilà. Et donc en général, ça veut dire aussi qu'aux endroits des soudures, donc en fait, il y a une soudure à chaque endroit où les plombs se rencontrent, à chaque intersection. Et en général, quand ça se passe comme ça, bah, c'est qu'on voit aussi que les soudures, elles ont lâché, donc il y a une casse dans le plomb. Et voilà, donc là, bah, ce qu'on fait, c'est que justement, on va changer le réseau de plomb. Donc on va démonter tout le panneau, ou partiellement si le reste du réseau est simple, parce que ça sert à rien de prendre les risques. C'est une prise de risque aussi. Quand on démonte un panneau, on risque de casser les pièces de verre. Ah oui. Donc
Donc c'est ça aussi, effectivement, à ce moment-là, on se dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je vais préférer faire?» Le vitrail, il est un peu fragile, mais je vois que cette partie-là est saine, donc j'y touche pas, je remonte partiellement. Ou si on voit que vraiment c'est pas possible, et ben, on démonte tout, très, précautionneusement, et puis, voilà, après on remet un réseau de plomb tout neuf, et du coup, là, c'est reparti pour, une bonne centaine d'années. Et c'est vrai que, alors, bon, je vais pas te dire que j'ai touché beaucoup de vitraux, mais c'est vrai que des fois, sur les vitraux assez anciens, on voit des. Alors, j'ai jamais vu la courbure vers le bas comme tu décrivais, mais des fois, un peu le plomb qui est un peu plus épais ou des choses comme ça qui est, enfin, qui a l'air de déborder un peu, des choses comme ça. Oui, ça peut, après, ça peut aussi être le résultat de restauration précédente, parce que c'est vrai que souvent, avant aussi, ce qu'on faisait quand il y avait une pièce qui était cassée, mais qu'on pouvait pas forcément changer, on mettait ce qu'on appelle un plomb de casse. D'accord. En fait, ça sert pas à grand chose. Le plomb de casse, c'est juste esthétique, c'est juste pour masquer en fait la casse. Donc on met juste les ailes du plomb par dessus. C'est mécaniquement, en fait, ça n'apporte rien en vitrail, ça le consolide pas, en fait. Donc voilà, donc nous maintenant, en fait, on remet soit un petit, ce qu'on appelle du Tiffany, c'est la technique en fait plus récente dans l'histoire du vitrail. En fait, on vient mettre un ruban de cuivre autocollant autour de chacune des pièces de verre, qui a un petit débord de chaque côté de notre pièce. Et en fait, sur ce petit retour-là, on va venir souder, déposer de l'étain. Donc en fait, les pièces se soudent entre elles, mais ça nous permet d'avoir quelque chose de plus fin que du plomb, et d'aussi un petit peu plus rigide, parce que là, c'est que de l'étain qu'on dépose, donc c'est plus... D'accord. Et ça m'amène à une question qui est, est-ce qu'il y a des évolutions, outre l'aspect graphique, sur lequel je voudrais qu'on revienne aussi un peu, est-ce qu'il y a des évolutions un peu dans les techniques? Parce que là, le vitrail, c'est quelque chose, un art assez ancien, je ne saurais pas dater, mais assez ancien. On a trouvé des traces. Alors, je suis récemment allée à la Cité du Vitrail à Troyes, où j'ai fait une petite intervention, et j'ai pu me balader du coup toute seule dimanche matin dans le musée. C'était cool. Il y a des premières traces déjà de pièces peintes, si je dis pas de bêtises, qui ont été retrouvées au IVe siècle, et de choses assemblées à peu près à cette période-là ou juste un peu après. Alors que c'est vrai que moi, dans mes études, donc en 2019, on était sur... je crois que la première tête peinte datait... c'était un Jésus, je crois, du 9e ou 10e siècle, je sais plus. Mais là, entre-temps, on a trouvé des choses encore plus anciennes. Donc finalement, ouais, c'est comme on se dit quand même, 4e ou 5e siècle, c'est pas mal, hein, ça. Et du coup, je suppose qu'il y a dû y avoir des évolutions techniques. Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des évolutions techniques? Tu parlais des types de réparations? Oui, alors déjà l'évolution technique par rapport à déjà, enfin, au Moyen Âge, où vraiment c'était le moment où le vitrail était en plein essor. Nous, on a des évolutions techniques. Nos outils sont pas les mêmes. Disons que le procédé de fabrication reste le même, mais à l'époque, eux, ils faisaient, pour couper le verre, en fait, ils faisaient un choc thermique avec un fer chaud. Donc c'était un truc qui ressemblait un peu à une grosse balle ou une petite tête d'obus qu'ils faisaient chauffer dans le charbon, quoi. Et puis en fait, ils passaient avec cette pointe-là, ils suivaient le tracé qu'ils avaient fait à la craie sur une table. Et puis ils faisaient un petit choc thermique dans un peu de salive ou un peu d'eau, et toc, normalement, ça devait suivre l'endroit où... voilà. Et après, bon, ils avaient des pinces pour retravailler un peu la forme de la pièce. Ok. Et donc voilà, après, il y a eu le diamant pour rayer le verre. Et nous, maintenant, on travaille avec des roulettes de tungstène. Donc, c'est nos outils qui ont évolué, parce que voilà, la technologie a fait ça a évolué avec. Mais dans l'idée, nous, on reste sur des morceaux de verre assemblés avec du plomb et des soudures. Donc, il y a une évolution dans ce sens-là. Après, nous, là, nos outils, il y a pas... on n'a pas eu, là, un truc récemment révolutionnaire. Voilà, nous, ça fait... Mais c'est vrai que, par exemple, en restauration, toutes les interventions qu'on va faire sur les pièces de verre et sur les panneaux, la déontologie nous impose de faire des choses réversibles. Parce que, justement, on considère que dans l'état actuel des choses, on sait réparer de telle façon, mais peut-être que dans 30 ans, on trouvera mieux. Donc, il va falloir pouvoir défaire ce qu'on a fait pour faire mieux et faire durer encore le vitrail très longtemps, quoi. Ok. Et par contre, il y a une chose, une chose, je ne vais pas dire évoluer parce que c'est pas forcément de l'évolution, mais
c'est plutôt l'imaginaire, ou mon imaginaire, parce que je vais pas parler au nom de tout le monde, mais c'est vrai que quand on parle de vitrail ou de peinture sur verre, j'imagine des choses qui vont dans les églises religieuses, alors que, et je regarde un peu autour de moi, il y a des choses très très modernes, les thématiques, on parlait de choses, enfin, aujourd'hui vous vous éclatez sur d'autres thèmes, quoi. Bah oui, bah parce qu'en vrai, on a le droit. C'est vrai qu'au début, je disais, mais on peut faire des choses. Bah oui, il n'y a pas de règles disant que le vitrail, ça doit rester religieux ou quoi. Et même, en fait, c'est vrai qu'on a cet exemple-là, mais je crois que c'est à partir du. Oh, mes profs vont me taper sur les doigts si je dis des bêtises, mais enfin, les vitraux civils sont apparus finalement assez tôt. Je crois qu'il y a des choses dès le XIVe siècle où finalement on a trouvé des choses qui représentaient pas forcément sur les thèmes religieux, quoi. Hmm. Et puis, bah oui, nous maintenant on a des demandes, comme ça s'est pas mal ouvert justement aux particuliers et tout ça. On s'ouvre un petit peu à tout, mais même déjà moins loin que nous. Enfin voilà, à l'époque de l'Art Nouveau, Art déco, il y a eu énormément de choses qui ont été faites en termes de vitrail et de style et voilà quoi, pour justement les particuliers, les bâtiments publics, voilà, dans les gares, dans plein de choses. Cage d'escalier, n'en parlons pas. Vraiment, il y en a dans quasiment tous les immeubles parisiens, même ceux qui payent pas trop de mine, voilà, de l'extérieur. Enfin, typiquement, celui qui est là, il a des petits vitraux dans sa cage d'escalier, quoi. Donc oui, nous, maintenant, on s'amuse. Et puis, c'est ça. Après, bah, ça dépend aussi des gens qui viennent nous voir. Moi, là, j'ai la chance d'avoir des clients qui ont un univers très chouette et qui osent en plus du coup dans leur intérieur complètement assumer le truc et oui, du coup je me suis retrouvée à faire une sainte trinité Batman, Wonder Woman, Superman, quoi. Donc c'est rigolo, quoi, de travailler ces thèmes-là et ouais, en fait ça reste un médium comme un autre. On pourrait s'amuser sur une toile, du papier, un dessin, mais nous on travaille le verre, le plomb et voilà, quoi. Alors, tu as des clients particuliers, mais tu dois, comme tu disais, tu interviens sur la restauration, je Ouais. suppose, sur des choses en plus anciennes. Oui. C'est- Ouais, alors ouais, moi je peux faire de la restauration sur des choses anciennes, mais en fait, il y a quand même les restaurateurs et restauratrices qui, eux, ont le diplôme de restaurateur et restauratrice qui se fait à la Sorbonne, et donc eux ont le droit d'intervenir sur ce qu'on appelle les baies médiévales ou anciennes. Donc c'est vraiment eux, dans ces cas-là, qui chapeautent le truc. Nous, on peut intervenir du coup sous leur tutelle, et moi, seule, je peux intervenir que sur des vitraux anciens jusqu'au 19e ou 18e, mais c'est rare les vitraux de cette époque-là, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, plutôt que ça, et puis en général, du coup, plutôt que ça, les vitraux sont classés, et donc là, c'est les restaurateurs, vraiment restaurateurs, conservateurs, qui interviennent. Mais moi, ça m'arrive de régulièrement travailler aussi avec eux, parce que comme j'ai mes compétences de peintre, des fois, quand il y a besoin de refaire ce qu'on appelle une pièce de lacune, c'est quand il manque en fait un petit bout dans le vitrail morceau. Moi, je viens réaliser cette pièce-là et voilà. Donc, c'est un travail en collaboration. Ok. Alors, tu n'as pas le titre de restauratrice, par contre, tu as un autre titre qui est très intéressant, et si tu corriges, c'est MOF. Oui. Donc, meilleur ouvrier de France. Pourquoi? Alors, je t'explique mon pourquoi, parce que j'aime beaucoup le domaine de la cuisine, Ouais. voilà. Et le concours de MOF dans la cuisine est réputé pour être extrêmement dur. Oui. Donc, je suppose qu'il est extrêmement dur dans tous les métiers. Tous les métiers. Et il y a, alors, je vais peut-être encore une fois dire une bêtise, mais il me semble qu'il y a entre, je sais plus si c'est 225 ou 250 métiers représentés dans le concours des meilleurs ouvriers de France. Donc c'est vrai qu'on a essentiellement les métiers de bouche en tête parce que c'est aussi ceux qui sont les plus médiatisés et tout ça. Mais en fait, il y a partout. énormément de catégories dans ce concours-là, ouais. Et pourquoi aller sur le MOF, qui est un concours extrêmement dur, quoi? En vrai, ça s'est fait. Alors, j'ai l'impression que ma vie, c'est un peu ça, en fait. J'avais pas du tout cette ambition-là. Et quand je l'ai passé, ça faisait. Je l'ai passé quand? Je l'ai passé en 2000. Je me suis inscrite en 2014 et puis après, les résultats étaient en 2015. Mais moi, en vrai, du coup, ça faisait 5 ans que je faisais du vitrail avec mes 2 années de peinture sur verre compris dedans, hein. Donc, ça faisait vraiment pas longtemps. Et en fait, c'est une amie de l'époque, donc qui était vitrailliste également, mais qui elle avait son atelier depuis des années, qui avait une de ses élèves, parce qu'elle donnait des cours au sein de son atelier,
qu'elle avait eu comme élève, mais qui, elle, avait ouvert son atelier de son côté, passait le concours, mais elle en coupe-montage, parce qu'en fait, il peut y avoir des options différentes. Donc moi, je suis envoyée de France, peinture verre, restaurateur. Il y a cartonnier maquettiste, celui qui réalise en fait le design du début, et coupe-montage, donc c'est le côté vraiment très technique. Et donc cette personne le passait en coupe-montage. Et mon ami me dit, écoute, toi, tu devrais le passer en peinture sur verre. Les inscriptions, ça se finit dans, je sais plus si c'était 2 semaines ou une semaine. Dépose un dossier, et puis voilà. Je lui dis, bah écoute, non. Enfin, pourquoi? Justement, je suis un bébé, et encore dans le vitrail, il y a des gens qui sont bien plus légitimes que moi, dont c'est le métier depuis des années. Enfin, là, je me sens pas, quoi. J'ai pas, je serais pas à ma place, quoi, de le tenter. Elle me dit, mais tu t'en fous, c'est pour vivre l'expérience, voilà, quoi, ça te fera un truc. Je suis ouais, bon, moyen convaincu. Et puis tous les jours, elle revenait quand même à la charge. Je me disait, t'as déposé ton dossier? Bah non. Obstiné. Ouais, voilà. Et puis ça finit pas me saouler parce qu'elle le faisait gentiment. Et puis c'était, voilà, pour moi, je dis, bon, bah vas-y, de toute façon, je dépose le dossier, je vais me faire tège à la première étape, donc ce sera réglé, puis voilà. Et puis, donc, j'ai posé le dossier. Puis la première étape, en fait, c'était une épreuve en loge. En loge, donc ça veut dire qu'on est sur place et qu'il y a les jurys qui sont là à regarder ce qu'on fait. Et moi, c'était du coup, c'était donc un dépôt de dossier, donc pour montrer donc anonyme, mais avec voilà 2-3 trucs que j'avais fait. Et l'épreuve, c'était de réaliser un portrait style 19e. Donc il faut savoir que les vitraux 19e, c'est ceux qui techniquement et du point de vue dessin sont entre guillemets les plus aboutis, on va dire. C'est des portraits quasi photographiques, voilà, un rendu très réaliste, voilà. Et donc on avait un vitrail devant nous avec un gros trou qui était le visage en fait du personnage. Et donc on avait 2-3 inspirations parce qu'on savait qui était le monsieur qui était représenté sur ce vitrail. Donc on avait 2-3 tableaux, des huiles, tout ça, et on devait faire une proposition de dessin. Donc on avait la forme du trou et puis voilà. Et donc ça, c'était l'épreuve de loge. Et puis bien sûr, le midi, moi je mange avec les autres candidats. J'étais la plus jeune. Ah oui, ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans. Ah, et vous? Ah bah moi, ça fait 20 ans que j'ai mon atelier. Ah ouais, je suis vraiment pas à ma place, quoi. Bon. Et puis, alors je sais plus combien de temps ça a pris, 2 ou 3 semaines peut-être pour avoir les résultats. Et il se trouve que sur les 5, puisqu'on n'est pas beaucoup en peinture à être formé, donc on est peu à le passer dans cette catégorie. Sur les 5, on n'était plus que 3, du coup, à être retenus pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Donc c'est en fait la pièce, l'exercice principal en fait qui nous est imposé. Donc là, j'ai commencé à prendre les choses. Je me disais, ah ouais, là, ça devient sérieux quand même. Et puis, voilà, après, je me suis lancée à réaliser ce panneau-là. Donc, on avait 8 mois à peu près pour le faire parce que, faut savoir que c'était une très grosse pièce, que la moindre petite pièce, même qu'on voyait plus forcément après une fois le montage avec les plombs autour, elle était quand même peinte. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis bien sûr, il y a toujours des aléas, des trucs qui ressortent pas comme, enfin la dinde qui sort cavirée, donc faut passer de la cire dessus, enfin voilà. Voilà, et puis à la fin, je pouvais plus voir le panneau, donc je l'ai mis dans la caisse en disant, mais ils en feront bien ce qu'ils en veulent, je ne peux plus. Marine Médicis, là, j'ai passé 8 mois avec elle en tête à tête, je n'en peux plus. Et donc voilà. Et donc après, je crois que c'était un mois après. Ah oui, alors entre-temps, il y a un monsieur qui est venu voir, c'était bien moi qui faisais panneau, il me dit, oui, alors du coup, bon, si jamais, voilà, la cérémonie, c'est le 16 avril Là, je fais, ah, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, oh, le 16 avril, c'est le jour de mon anniversaire, donc si ça va, voilà, soit ce sera sympa, soit je serai un peu dégoûtée, voilà. Et il se trouve que, du coup, c'était sympa, voilà, d'être à la Sorbonne ce jour-là. Ouais. Ouais, la réputation, hein, comme je te dis, moi je connais plutôt le côté cuisinier, mais il paraît que c'est très très dur, et il y en a peu qui arrivent, et même, enfin, je suis toujours ébahi devant la maîtrise qu'il faut C'est avoir, ça, quoi. c'est un concours d'excellence. Alors du coup, voilà, faut être bon en technique et voilà, montrer le. Alors il me semble il faut avoir 18 pour avoir Ouais. pour avoir le titre. Donc ouais, ça. Et sur les 5 personnes, tu sais combien il y en a eu Je suis la seule.
Je suis la seule et en fait, le concours, c'est tous les 4 ans. 4 ans avant, il y avait eu personne dans ma catégorie Ok. et 4 ans après moi, il y a eu personne et 4 ans après moi, il y a eu personne. D'accord. Donc ça fait un petit moment que voilà. Donc passez le concours, les gars, faut y aller. Oui, puis ça montre aussi l'exigence qu'il y a derrière. Ouais. Bah, c'est ça aussi. J'en viens au côté un peu plus business entreprise parce Ouais. que euh, tu, c'est souvent l'approche qu'on a et enfin souvent quand on parle d'artisan d'art, ce que tu es, même s'il y a le mot artisan, on pense pas au niveau entreprise Ouais. parce que en fait tu es une vraie chef d'entreprise, Mm. tu es auto-entrepreneuse. Déjà, pourquoi auto-entrepreneuse alors que tu aurais pu, on en discutait avant, tu aurais pu être artiste, enfin avoir plus la dénomination artiste. Eh ben, encore une fois, ça s'est fait un peu comme ça sans que je le prémédite. C'est qu'en fait, j'avais fait des stages, donc pendant les 2 années d'FCIL, on fait des stages dans des entreprises. Et il se trouve que une des personnes chez qui j'avais fait un stage lors de ma 2e année avait besoin, était un peu en rush sur un chantier à ce moment-là où moi je sortais de l'école. Il m'a dit, bah, si tu veux, viens m'aider parce que là, ça va être chaud, j'ai 25 mètres carrés à faire. Voilà. Ah ouais. Et bah, du coup, j'ai dû faire un statut assez rapidement. Et il se trouve que c'était le statut le plus simple Oui. à l'époque à monter et ça pouvait même être rétroactif, c'est-à-dire j'ai pu commencer à travailler chez lui et puis après quand j'ai déclaré, j'ai dit alors du coup je travaille chez lui mais depuis telle date, donc du coup ils m'ont dit oui bah pas de problème, voilà. Ah, pratique, ouais. Voilà, c'était vraiment le côté pratique et je l'ai fait super rapidement, enfin puis même je savais pas trop au début, donc je me souviens que j'ai appelé en urgence une amie dont la maman était comptable. Lui. Ah oui, Maria, je sais pas là quoi faire. Donc elle m'avait dit, bah vas-y, passe à la maison. Et je me souviens qu'on était un soir chez elle, elle était en train d'éplucher ses champignons, d'enlever le truc, et elle m'a expliqué, bon alors quand tu fais ton statut, tu choisis telle option et telle option et telle autre. Enfin, ça s'est vraiment fait en 2 jours. Voilà quoi, j'ai pas eu le temps de vraiment méditer la chose. Mmh. Et sur le côté un peu, alors je parle de business, mais c'est plutôt la vie de ton auto-entreprise, ou ton entreprise tout court. Comment tu prends tes décisions un peu impactantes? Par exemple, on est dans un atelier aujourd'hui, comment tu dis: «Ah bah, je rejoins cet atelier» ou «Tiens, je vais, peut-être me spécialiser sur ça» ou voilà. Comment est-ce que tu as une approche un peu, décisionnelle? Alors bah déjà l'atelier, c'était, j'ai eu la chance en fait, on a un site internet qui s'appelle Info Vitrail où on sait que c'est un peu le coin des petites annonces pour le vitrail OK. et je me suis dit: «Bon bah du coup j'ai mon statut d'auto-entrepreneur, si je veux pouvoir travailler pour des gens, leur dire que je leur fais des pièces de verre ou des choses comme ça, il faut que je puisse, travailler dans un local quelque part» et il se trouve que j'ai trouvé l'annonce de l'atelier, dans lequel je suis depuis, 15 ans, un truc comme ça. Donc voilà et ça s'est fait très rapidement, du coup, petit entretien quand même avec le propriétaire et gérant de l'atelier qui lui-même faisait du vitrail à ce moment-là. Bon, maintenant il a arrêté, mais donc voilà, donc ça c'était, enfin, c'est une chance assez exceptionnelle de trouver cet atelier-là, comme ça et après en termes de décision, j'ai pas toujours l'impression d'avoir la main sur les décisions ou des fois les choses se font un peu comme ça ou c'est plus des opportunités en fait que des fois Mmh. des décisions. Enfin voilà, il y a des choses qui se présentent et enfin oui, du coup je décide, bah, de faire telle ou telle chose, mais il y a pas vraiment de moment, fort non plus où c'est vraiment des opportunités quoi. On me dit: «Bah tiens, il y a tel chantier, j'ai besoin de grossir mon équipe à ce moment-là, est-ce que ça t'intéresse?» et voilà quoi. Mmh. Voilà, c'est pas, complètement maîtrisé cette Ouais. affaire en fait. Il y a Ouais. des choses qui arrivent comme ça. Bah, c'est bien, c'est aussi, sûrement de l'instinct aussi, des choses comme ça qui te Ouais. permettent de décider. Et est-ce que tu parlais de la personne, alors une personne qui j'avais conseillé, une amie une mère d'une amie Ouais. qui était comptable et qui t'avait conseillé sur le statut. Est-ce qu'aujourd'hui sur l'aspect alors que ce soit, sur l'aspect peut-être, vitrail ou peinture sur verre, mais surtout sur l'aspect business, est-ce que tu es accompagné? Tu as des gens qui vont plutôt,
être un peu un partenaire d'échange pour dire ah tiens tu devrais faire ça ou ça ou pas du Alors tout? non, et du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois pour ça parce que bah on se sent un peu perdu. En plus quand on commence à chercher des informations sur internet, on est Mmh. perdu des fois dans un flou où il y a des fois trop d'informations. Et puis nous c'est vrai qu'on on est un cas particulier parce qu'on est, enfin moi par exemple, enfin typiquement je fais de la prestation de service Mmh. parce que je donne des cours, je travaille pour des gens, voilà. Et puis pour le côté création où des fois je fais juste des pièces comme ça et donc là c'est de la vente. Et donc au début pour dire mais alors comment je déclare ça, machin, à la vente, donc maintenant enfin c'est plus clair. Mais il y a des points comme ça où on est un peu perdu dans ce langage en plus administratif, et c'est pas toujours évident parce qu'effectivement, on est tout seul, quoi. Alors, moi, la chance que j'ai quand même ici, c'est que du coup, c'est un atelier partagé. Mmh. On est 7. Du coup, ça veut dire qu'on est 7, des fois, à être confrontés au même problème. Et il y en a une qui a chopé l'info de non, mais en fait, ça, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et donc, ça, c'est vrai que c'est la force de cet atelier-là aussi. C'est que même si moi, dans mon entreprise, je peux être un peu toute seule des fois, bah, 7 cerveaux, on réfléchit mieux, quoi. C'est plus facile. Donc il y a une Ouais, concertation, il voilà. peut y avoir des échanges. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Je vais en venir aux dernières questions. Quelle est la dernière grande décision que tu as prise? La dernière grande décision que j'ai prise. Hem, alors c'est pas la plus grande et voilà, mais c'est celle qui m'a mis un peu plus le stress, genre, bah, c'était hier soir. Donc comme je te disais tout à l'heure, on a notre four qui nous a lâchés et qui en fait, quand on le lance, il crame la moitié de nos pièces. Donc je sais qu'il y a un endroit où je peux mettre mes pièces et l'autre moitié, voilà. Et là, moi, je dois rendre, chantier dans 2 semaines. Et là, je me suis dit: «Est-ce que je prends le risque de mettre mes pièces à cuire?» parce que j'ai quand même passé un certain nombre d'heures à travailler dessus, mais en me disant: «Bah, soit ça passe et c'est cool et je perds pas trop de temps sur mon chantier, soit ça passe pas et je refais ces pièces-là». Et du coup, là, je suis vraiment, marron pour le reste du truc parce qu'en plus, j'ai plus de carreaux, de râpe, enfin, j'ai plus de pièces de râpe pour faire les trucs. Et je me suis dit: «Mais si ça passe, quand même, c'est bien parce que ça» voilà. Donc ça, c'est le truc où quand même je me suis bien tâtée hier et en plus, c'est une cuisson très longue et je me suis dit: «Si je lance pas ça ce soir, ça va freiner mes collègues si elles veulent lancer des cuissons demain». Donc j'ai pris 5 minutes quand même pour me poser hier. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je» donc ça, voilà, donc c'est pas, donc c'est ce genre de petits trucs-là, en fait, ponctuellement qui peuvent arriver, mais qui ont de vrais, un vrai impact, moi, sur la suite de mon chantier, de mes rendus, de mes délais, quoi. OK. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est moi hier, C'est j'étais pas bien quand même. bah, c'est aussi ça montre, aussi l'importance de la décision sur le métier en lui-même où, Ouais, bah, il y a des prises de risques. il y a des prises de risques et c'est un moment, il faut prendre une décision, est-ce que je le fais pas? Parce que, bah, typiquement, alors je sais pas combien de temps tu as passé sur ces pièces-là, mais typiquement, c'est que tu perds tout le travail, tu dois tout refaire. Je perds tout le travail et puis je dois tout refaire et en plus ça me décale tout le reste. C'est-à-dire que je perds pas genre juste 7 heures de taf. C'est-à-dire qu'en fait ça me décale tout le reste et réellement ça peut me faire perdre une semaine sur mon délai. Impactant la décision. Voilà, donc ça peut, voilà, c'est plus ce genre de décision-là au quotidien que je suis amenée à prendre. Alors heureusement ça arrive pas quand même tout le Oui. temps, il y a des trucs où c'est un peu plus cool, mais voilà. OK et ma dernière question, alors que je la pose aussi au début, mais j'aime bien, avoir, maintenant qu'on te connaît un peu plus, c'est comment tu te définis professionnellement? Ou enfin, en tant qu'artisane d'art? Bah, moi je me vois plus comme une artisane, artisan d'art. Après c'est vrai que finalement je réalise qu'on crée des pièces uniques Mmh. sur le verre. En fait, on ferait la même chose sur toile, on nous considérerait comme artistes et voilà. Mmh. Et en fait, à partir du moment mais même c'est un peu le regard des gens aussi, en fait. Ils nous considèrent aussi plus, comme artisans parce que le vitrail, en tout cas dans ses premiers, premiers moments, ça c'était «utilitaire» entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'on le mettait sur, une fenêtre. Dans les églises, en l'occurrence, en plus, ça permettait de raconter des histoires et de voilà. Et puis simplement de nous couper, aussi maintenant la vue sur certains trucs et tout. Donc les gens considèrent pas forcément, enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas ce retour-là forcément. On est Mmh. artisan d'art, mais on peut pas être que artiste quand on est vitrailliste. C'est un peu compliqué ou alors il faut nous qu'on l'assume vraiment en disant: «Bah non, mais je suis artiste ou artiste verrier»
Et voilà, donc on est un peu, il y a un genre d'entre-deux parce que c'est vrai que le métier, quand on fait de la restauration, on est artisan. Mais dès l'instant qu'on fait de la création, en plus nous, je dis nous à l'atelier, on est tout à l'origine de nos dessins, de nos créations. Quand on propose quelque chose, c'est vraiment quelque chose qu'on produit, quoi, qui sort de notre tête. Donc vraiment artisan, c'est ça. On ferait ça sur une toile, on pourrait être dans des galeries, voilà. Mais nous, enfin bon, après, effectivement, certaines de l'atelier arrivent un petit peu plus aussi. Enfin, et puis moi, j'expose de temps en temps aussi dans les musées, mais ça reste, voilà. Bon, après, mais moi, j'aime bien ce côté aussi artisan, mais c'est peut-être par rapport à l'histoire de la famille aussi, de me dire, voilà, mes deux grands-pères étaient artisans, je suis artisane, je suis Pierrot, ça, voilà. Une belle continuité. Dernière question. Où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te contacter, si on veut voir ce que tu fais? Ouais, alors sachant, comme je disais, je suis une très 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 mauvaise communicante parce que j'ai déjà du mal à... Je me dis, ah tiens, il est déjà 19h, pourtant j'ai l'impression d'être arrivée alors que je suis arrivée à 8h le matin et voilà. Mais on me trouve sur Facebook. Donc alors je me souviens même plus pour te dire du nom, ça doit être Anaëlle Pan Création, je crois, sur Facebook. Ok. Sur Instagram, c'est Anaëlle Pan Atelier. Et puis mon site internet, c'est Anaëlle Pan Atelier également. Donc voilà, donc il y a ces trois choses-là. Sachant que si on veut m'envoyer des messages, je me suis rendu compte d'un truc, mieux vaut passer par Instagram parce que le Messenger de Facebook, parce que j'ai une page perso et une page pro, je ne vois jamais les notifications des messages pro. C'est-à-dire que je peux ouvrir le truc et je vois qu'il y a des messages qui datent de 4 mois. Et comme en plus, il y a une espèce de messagerie qui répond automatiquement, à tous les gens, ça répond « Bonjour, merci d'avoir pris contact avec moi. » Sauf que Voilà, donc si vraiment vous voulez me parler par le mail ou l'Insta, la messagerie d'Instagram, parce que voilà. Super. Eh ben écoute, moi j'encourage vraiment à venir découvrir ton travail Merci beaucoup. parce que c'est vraiment magnifique et j'ai encore plein d'exemples là sous les yeux, donc c'est vraiment top. Eh ben merci beaucoup de ton partage. Merci Joie, merci d'être venu jusqu'ici. Eh ben avec grand plaisir et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très vite. Waouh, un épisode bien riche, comme d'habitude. Tellement riche que je vous propose de faire un petit débrief pour retirer les quelques éléments que moi j'ai retenus et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, le petit débrief. Déjà, il faut dire que j'adore faire ce genre d'épisode. Aller à la découverte de métiers artisanaux, d'artisans d'art, moi je trouve ça passionnant. Je sais pas si vous le ressentez dans les échanges, mais j'adore comprendre des nouveaux métiers et essentiellement approcher des métiers que je n'aurais jamais approchés sinon. Donc c'était super cool. Et surtout là, ce que je retiens de cet épisode avec Anaëlle, et je redis après coup, allez voir son travail, il est juste magnifique. Donc ce que je retiens en fait, c'est déjà le parcours d'une artiste dingue. Alors, ce qui est très marrant, c'est que sur son parcours sur Meilleur ouvrier de France, elle a l'air de dire que c'est un peu du hasard et tout ça, mais quand on voit en réalité ses réalisations, c'est juste dingue. Et je me dis, elle a un niveau de dingue en technique, de ce que j'en connais bien sûr, ça a l'air d'être juste fou. Et j'étais assez bluffé, donc c'est quelque chose. Et la deuxième chose que je retiens, outre l'aspect métier, qui était plus un petit élément comme ça, c'est en fait la dureté de la prise de décision quand on n'y est pas préparé. Elle le dit, notamment à la fin du podcast, que pour elle, c'est très dur. Parce qu'elle est dans un métier où, alors entre guillemets, elle n'est pas ou peu accompagnée, malgré quelques instances qu'elle a pu citer, mais que c'est quelque chose qu'elle a eu du mal à mettre en place et que c'est au fil de l'eau, c'est au fil des choses et en étant en communauté avec d'autres artisans dans le même métier que, voilà, elle arrive à prendre des décisions et elle s'est créé un peu un cercle de réflexion, je vais appeler ça comme ça, même si c'est pas tout à fait les termes, un cercle de réflexion qui permet de prendre des décisions aujourd'hui. Et ça je trouve intéressant d'exprimer cette difficulté à la prise de décision dans ces cadres-là. Voilà.
Voilà moi ce que je retiens notamment de cet épisode, outre bien sûr l'aspect super cool du métier, et que je vous invite à découvrir. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast, et dernière petite chose avant de vous laisser partir. Je souhaitais savoir s'il vous était possible de me mettre 5 étoiles sur iTunes ou de liker le podcast. Voilà, ça aide toujours, ça fait du bien. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Ça peut être utile à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.